Vendée Globe. J'ai eu la chance d'y participer pour la deuxième fois cette année, du moins l'année dernière. C'est une course qui est très longue, qui peut durer entre 70 à 125 jours en gros pour les derniers. Donc voilà, il faut prévoir quand même et anticiper tout ce qui peut se passer sur le bateau. J'ai participé en 2016 sur un bateau d'ancienne génération. C'était d'ailleurs le bateau La Fabrique que vous avez en image juste là. Après 105 jours en mer, j'ai réussi à faire une jolie course et à monter à la deuxième place de ce classement. C'était un défi tout d'abord humain, clairement, puisque c'était un challenge de préparer un Vendée Globe en aussi peu de temps. 11 mois pour lancer un projet et aller jusqu'au bout, c'était assez engagé. Et du coup, c'était aussi le petit Suisse qui faisait ses preuves parce que je débarquais un peu de nulle part et puis je n'étais pas forcément connu. Et puis, c'est un monde qui est très difficile. C'est un milieu de grands marins. On a des grands noms de la voile qui sont là. Et puis, il y a le petit Alain qui débarque un beau matin en disant « Moi, je vais pas le Vendée Globe, mais bien sûr, mon petit gars. » Et puis, finalement, j'en suis à mon deuxième. À l'issue du Vendée Globe 2016-2017, on est retourné voir La Fabrique pour leur proposer un projet un petit peu plus ambitieux avec un bateau plus récent. Parce que le bateau en 2016, c'était un bateau des années fin 90. Et on a décidé de partir sur un bateau de 2007 que vous avez en image actuellement. Ce bateau, c'est un plan finaux qu'on a décidé d'entièrement modifier avec des foils, qui sont ces appendices qu'on peut on peut apercevoir sous le L de La Fabrique. Ça permet en fait de sustenter le bateau et donc de le faire décoller à peu près d'1 mètre au-dessus de l'eau, mais surtout accélérer énormément. C'est une nouvelle technologie, ça fait à peu près 4 ou 5 ans qu'on arrive à faire réellement voler ces bateaux-là. Pour vous donner un exemple, un bateau comme La Fabrique pèse 8,5 tonnes et on arrive à faire en gros voler ce bateau tout seul. Donc c'est quand même pas anodin. Le projet a été sur du long terme puisqu'on s'est basé à Lorient depuis quelques années maintenant. On a participé à de nombreuses courses depuis 2017 avec ce bateau. Il y a eu Transat Jacques Vabre, il y a eu une très belle route du Rhum avec une belle 7e place, un record de l'Atlantique, renouveau une Transat Jacques Vabre et puis le Vendée Globe 2020 à la clé. Ce Vendée Globe, il a été un peu bizarre, comme pour tout le monde, puisque vous avez vu un peu la situation sanitaire. On a été le seul événement sportif à pouvoir prendre part cet hiver, donc c'est très compliqué déjà la gestion du projet parce que quand on a une équipe à gérer, on peut pas travailler, on peut pas se déplacer, c'est très compliqué. Et puis après, il y a pour le skipper, il a fallu gérer quand même pas mal de choses juste avant la course parce que d'être positif au Covid-19 nous empêchait de partir sur la course. Donc voilà, ça a été beaucoup de précautions, ça a été un départ à huis clos. Ça n'a vraiment pas été facile, mais on a réussi à prendre ce départ et je vous laisse regarder ça en vidéo. J'aurais pas imaginé ce Vendée Globe comme ça, aussi dur moralement avant le départ. Le fait d'être confiné, on souffre d'une solitude qui est pesante. On part risquer un peu notre vie autour du monde. On a envie de passer des moments avec son équipe, avec sa famille, et on peut pas. C'est très particulier cette ambiance de départ. Les quais, les plages, tout est fermé. Ça fait partie d'une année difficile, mais physiquement, voilà, c'est dur à accepter. Dans le cadre du protocole Covid, il y a quand même beaucoup de monde qui est passé sur le bateau. Donc on a pris le temps méticuleux pour nettoyer, rincer, aspirer et désinfecter l'ensemble du bateau, afin qu'Alan, quand il arrive sur un bateau stérilisé. On espère qu'il va réussir à atteindre l'objectif qui s'est fixé. Nous, en tout cas, on a mis tout en œuvre avec l'équipe pour qu'il y arrive, en tout cas. Maintenant, j'ai envie de dire, les clés sont entre ses mains. J'ai toujours essayé d'être hyper présent avec les gars. Cette fois-ci, je les ai laissés clairement seuls. Ils m'ont beaucoup manqué et ils vont me manquer encore pendant toute la durée de cette course. Je suis très fier d'eux. Ils ont fait un boulot qui est incroyable et voilà, je pars serein à ce niveau-là.
À fond. Fais attention à toi. Oui, mon amour. Ça va aller. Je pense qu'on pourra en reparler dans quelques années où on sera très fiers de dire que nos partenaires et nos équipes ont réussi à tenir dans cette période difficile. Ça sera forcément un bon souvenir parce qu'un départ de Vendée Globe, ça restera toujours un bon souvenir, peu importe public ou non. Je pense qu'il va marquer les esprits ce Vendée Globe parce que ça va être l'évasion pour tout le monde, quoi. Ça va faire un bol d'air et du bien, quoi. Je pense que ouais, il va faire du bien. Ça fait bizarre hein, de partir comme ça et dans la petite bonne matinale avec le chenal pas vide parce que les gens sont mis aux fenêtres et sont là pour nous, mais ça fait quand même bizarre. C'est difficile, il y a presque plus de CRS sur les quais que de public, donc c'est un peu dur à accepter, mais c'est pas grave, les gens sont quand même là et ça fait du bien et on va faire un putain de Vendée et ça c'est top. Je souhaite que la situation se soit forcément améliorée, je souhaite que tous les marins puissent rentrer à bon port et je souhaite que les gens puissent passer un hiver tranquille pour pouvoir fêter les fêtes en famille. En fait, je souhaite plus pendant la course des choses qu'à l'arrivée, que voilà, les gens puissent se retrouver et puis tout ira bien. Cinq, 4, 3, 2, 1, top! Et voilà, donc vous avez vu sur ces quelques images un peu la phase de départ qui a été assez difficile à vivre hein, avec ces histoires de Covid. On part dans des conditions qui sont pas forcément idéales. La bonne chose, c'est qu'on part reposer forcément, parce que quand on est confiné chez soi quelques jours avant le départ, voire quelques semaines finalement avant le départ, on profite d'être avec ses proches. On a toujours un peu de peine à se mettre dans la course. Et ça, c'est toujours un peu délicat. Ça a été une édition du Vendée Globe difficile, assez délicate, notamment en termes de météo. On a eu des conditions qui ont été très difficiles. Tout le monde avait des objectifs forcément à la hausse par rapport aux éditions précédentes. Les bateaux les plus rapides misaient sur un tour du monde en 70 jours, voire 68 pour certains. Finalement, les vainqueurs ont mis 80 jours, ce qui était l'objectif moi que je m'étais fixé en termes de temps. Donc c'était un tour du monde forcément dur parce qu'on est arrivé tous avec des bateaux plus performants, plus rapides, plus légers, plus optimisés que jamais. Et finalement, les conditions météo ont été très difficiles pour plusieurs raisons. Là, on peut le voir sur ces quelques images là. Tout ce que vous voyez en couleur foncée bordeaux, ce sont les conditions de vent, on va dire musclées. Et tout ce qui est clair et qui tire sur le bleu, c'est les zones sans vent. On peut se rendre compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vent sur un tour du monde, ce qui est plutôt rare. Et ce que vous voyez en bas avec l'ombre, c'est la zone des glaces virtuelles. Alors cette zone des glaces, elle est présente sur le Vendée Globe depuis quelques années maintenant, par sécurité, pour ne pas aller jouer avec les icebergs dans le Grand Sud. Alors, on est toujours tout seul sur nos bateaux, c'est des bateaux qui sont de plus en plus fragiles, donc il faut faire vraiment attention. Et cette zone, elle peut évoluer au fur et à mesure de la course. Voilà, elle évolue à peu près 2000 km devant le leader de la course. Et elle a d'ailleurs évolué pendant cette édition-là.
Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on la voit monter d'année en année, puisqu'il se base sur une zone de température d'eau à 10 degrés. Et puis au fur et à mesure des années, on se rend compte que entre 55 degrés sud, aujourd'hui on est déjà en train de naviguer plutôt dans les 50e que les 55, et puis à l'époque c'était dans les 60e, donc finalement on se rend vraiment compte qu'il y a une fonte des glaces et que les icebergs remontent au fur et à mesure des années, et ça c'est très très mauvais. Donc les conditions météorologiques généralement sur un Vendée Globe, ce sont un train dépressionnaire qu'on pourrait imaginer qui soit centré sur la ligne blanche, la ligne du parcours qu'on voit juste en bas. Et finalement, là vous voyez que les dépressions sont beaucoup plus sud que prévu. Donc de là, on prend une quinzaine de jours dans les dents, qu'on soit potentiellement vainqueur du Vendée Globe ou dans les derniers, tout le monde a mis beaucoup plus de temps que prévu. Une édition très difficile personnellement pour plusieurs raisons, parce que le début de course a été très intense. Après 3 jours de course, on s'est retrouvé dans une dépression tropicale. Donc c'est des vents qui atteignent à peu près 100 km/h, des vagues de 10 mètres. Pour se mettre dans le bain, c'est toujours un peu délicat. Et puis, forcément, une option météorologique à prendre. Cette option météo, elle était payante sur le papier. Et en fait, la réalité, c'est toujours il y a la théorie et la pratique. Et je me suis fixé sur la théorie où, en fonçant dans le gros temps, j'allais prendre de l'avance sur les autres. Et en fait, il y a une moitié de la flotte qui a subi cette option-là. Et ceux qui ont décidé de se mettre dans le calme plat, et en fait, sont passés devant nous. Donc, c'était déjà très dur à accepter dans ce début de course. Et puis après 20 jours de course, il s'est passé quelque chose à bord du bateau de vraiment bête, une panne qui ne devrait pas arriver. Pour vous donner une petite idée, dans chaque chantier, on fait tous les ans un chantier sur le bateau et on désosse le bateau entièrement et l'intégralité du bateau est révisée. Mais on ne peut pas être partout. Et cette fois-ci, vous allez voir sur les prochaines images que des fois ça tient à pas grand-chose. Voilà, on est samedi matin, on a empanné au lever du jour. Et la grosse fuite d'huile dans le puits de quille. Donc voilà, trouver la panne. Et ça a pris du temps et j'ai pris de l'huile partout, il y en a partout dans le bateau, c'est une catastrophe. Et ça a été long parce que ça doit bien faire 3 heures que je suis dessus là. Et ça y est, c'est bon, c'est reparti, la quille remarche, il n'y a plus de fuite. Putain, je suis tellement content quoi. Pour le classement, faut pas regarder, hein, mais on est toujours en course quoi. Voilà l'étendue des dégâts. Il y en a partout, il y en a au plafond, il y en a partout. Et c'était ici, là, que ça fuyait. Et c'était le petit joint vert qu'on voit là, qui a explosé. Voilà, on a eu un petit souci technique de liaison internet. Vous voyez, ça n'arrive pas que sur l'eau, ça arrive aussi à terre, ce genre de souci. Vous avez eu un petit souci technique sur un bateau qui n'est pas grand-chose. On parle d'un simple joint dans un système hydraulique de quille qui pousse à peu près 20 tonnes de pression dans le fond de coque du bateau. Donc c'est énorme, puisque cette quille est sur un système de rotule. En fait, on bascule la quille à 45 degrés. C'est ce qui lui donne énormément de puissance sur le bateau. Donc j'ai réussi à réparer rapidement en fait ce souci et pouvoir repartir en course, mais en fait c'est comme tout, ça n'arrive jamais au bon moment. C'est-à-dire que quand on crève une roue sur l'autoroute, c'est jamais où il y a une sortie, où il y a un endroit pour se rabattre. Et là sur un Vendée Globe, il y a des zones comme ça où il ne faut pas casser. Et cette fois-ci, c'était juste dans l'entrée de l'anticyclone de Sainte-Hélène et donc l'entrée dans le Grand Sud, on va dire, un anticyclone qui était vraiment descendu. Et il fallait que je m'en sorte. J'avais entre 5 à 8 heures pour sortir de cette zone. Et avec cette panne, en fait, j'ai pris tellement de retard que la zone de molle, en fait, est venue s'écraser sur moi et m'a bloqué pendant 3 jours. Alors que les concurrents devant sont partis très très loin. C'est dommage parce que j'étais pas loin de la flotte des leaders. Il y avait à peu près entre 4 à 500 000 nautiques, donc plus ou moins 1000 km. Ça paraît énorme comme ça, mais sur la distance d'un tour du monde, c'est pas tant.
Bah, les choses ont continué à être compliquées à bord du bateau, puisque la situation météorologique étant difficile, j'ai réussi à sortir les doigts et puis à foncer tête baissée, à remonter plus proche possible de la flotte, jusqu'au moment où on se retrouve très proche de la milieu de parcours. Et là, on peut le voir le 26 décembre, une nouvelle avarie de quille, donc super. Les fêtes de fin d'année en solitaire sont toujours très agréables. Il m'arrive toujours des soucis sur un bateau entre Noël et Nouvel An, et ça, je sais pas pourquoi, j'ai une malédiction là-dessus. Et vous allez voir que c'est pas forcément très drôle à Voilà, bord. pour la deuxième fois dans cette course, on a un problème de quille. La durite a explosé là dans l'empannage. Il y a de l'huile partout. Il y a de l'huile partout. J'ai même plus envie de pleurer là. Je suis désespéré. J'en ai marre de me battre pour perdre des places comme ça à chaque fois, quoi. On lâche rien. On lâche rien. Je peux pas réparer. Il va falloir naviguer comme ça, donc il va falloir mettre la course entre parenthèses et rentrer à bon port. Voilà, forcément plus lent. Il faut arrêter de regarder le classement et ça c'est quand même très dur à accepter, mais bon voilà, ça fait partie malheureusement de cette aventure. Et voilà, donc deuxième avarie de quille, pas forcément très joyeuse à bord. Pour la simple et bonne raison que quand on ne peut plus penduler la quille, on appelle ça comme ça, c'est le terme marin pour les mouvements à 45 degrés de chaque côté du bateau. Quand on ne peut plus penduler la quille, imaginez-vous qu'il y a 3,5 tonnes de plomb au bout de cette quille à 4,50 m de profondeur. Quand on la bascule au vent du bateau, donc du côté où vient le vent, ça donne énormément de stabilité, de puissance au bateau. Et quand on enlève ça, ben, finalement, on se retrouve avec un bateau qui est type savonnette, qui n'a plus aucune accroche sur l'eau et surtout gîte énormément, donc on se retrouve avec à peu près 15 degrés d'angle de gîte constamment en plus que d'habitude, et surtout entre 15 et 20% de performance en moins. Et là, on se retrouve dans une zone, voilà, on arrive au milieu du parcours, c'est quand même difficile d'accepter de se retrouver, j'ai envie de dire, hors course, parce que le bateau est fatigué, parce que le bateau n'est pas fatigué, finalement c'est le système de quille qui est fatigué. Le reste du bateau, les voiles, le gréement, tout le plan de pont, les cordages, tout ça reste en super état. Mais j'ai beau tirer un maximum dans le bateau, en fait, ça n'empêche que je ne pourrais pas aller plus vite. Voilà, il y a un moment donné, voilà, ce que je dis souvent, c'est en voiture, des fois, on a des bogs, elles se mettent en sécu, et puis on a beau appuyer sur l'accélérateur, elles se bloquent à 110. Et ben, c'est exactement la même chose, sauf sur un bateau. Donc c'est quand même dur d'avoir un bateau de course qui est en bon état, sauf que en fait, on a un blocage en fait en termes de performance. Donc il a fallu réapprendre à naviguer, il a fallu déjà faire le deuil parce que clairement c'est très difficile. Dans cette phase-là, j'ai contacté mon équipe à terre et on a discuté puisqu'on a le droit d'échanger à ce niveau-là. Et on a échangé sur le fait de est-ce que je continue la course ou est-ce que je pousse la barre et est-ce que je m'arrête en Nouvelle-Zélande parce que comment dire, ça peut être dangereux en fait de naviguer avec un bateau comme ça qui a plus d'équilibre. Ça peut être dangereux puisque le bateau a beaucoup plus de vibrations que la normale, le fait d'avoir la quille dans l'axe du bateau. Et puis si on vient à perdre la quille, là, ça peut commencer à être très compliqué. Donc il a fallu prendre une décision rapidement puisque j'étais assez proche de la Nouvelle-Zélande, j'avais à peu près 3 jours de navigation pour allier le port au sud de la Nouvelle-Zélande. Je me suis donc fixé à peu près entre 24 et 48 heures pour prendre une décision, tout en gardant le cap sur le Cap Horn. Et en fait, j'ai attendu plutôt 3 ou 4 jours pour ne plus pouvoir faire route inverse et donc continuer d'une manière ou d'une autre cette course. C'est pas simple parce que quand on navigue sur ce type de bateau, on n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir tirer dedans, c'est de pouvoir le faire avancer, de jouer en fait avec les autres bateaux. Et alors forcément, j'ai joué avec d'autres bateaux, mais les bateaux de derrière qui sont revenus sur moi, donc ça c'est très difficile à accepter. Alors, j'ai pas perdu beaucoup de place puisque finalement, en début de course, j'étais plutôt vers la 15e position et que je termine ce Vendée Globe à la 17e position, pardon. Donc, ce qui est pas si mal en soi, j'ai réussi à me battre jusqu'au bout. Là, pour vous donner une petite idée, on a sorti le bateau de l'eau il y a une petite semaine. Tout le système qui retient la quille, donc qui retient tout ce qui permet de stabiliser le bateau, on l'a enlevé à la main. Tellement les vibrations ont été intenses, tous les systèmes mécaniques à l'intérieur en fait se sont dévissés au fur et à mesure de la navigation. Donc il était vraiment temps d'arriver, sinon j'allais perdre la quille. Pas la chose la plus agréable.
Après, clairement, ce Vendée Globe, ça a été très dur pour moi. Pour ceux, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre cette aventure, mais ça a été très difficile à accepter parce que forcément, c'est une aventure humaine au début, mais c'est aussi un exercice sportif. Et quand on peut plus faire du sport, quand on peut plus faire de la performance, eh bien, il faut trouver une autre manière en fait de naviguer et de prendre du plaisir. Et j'ai eu beaucoup de peine à prendre du plaisir sur la première partie, voire sur les 2 premiers tiers de cette course. Par contre, sur la montée de l'Atlantique, je sais pas, peut-être le fait de se rapprocher de la maison ou alors d'avoir compris comment faire naviguer le bateau. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on ne peut pas bouger sa quille, on ne peut plus toiler, donc mettre autant de voiles que ce qu'on peut faire en règle générale. Donc il faut être constamment sur le pont pour régler les voiles, pour réduire dès que le vent monte un petit peu, puisqu'on n'a absolument aucune stabilité. Donc ça a été un nouvel exercice, ce qui m'a permis de vachement grandir en fait en termes de performance, parce que j'arrivais quasiment à atteindre à la fin les performances du bateau de l'époque, ce qui est pas si mal que ça. Et ça fait une très jolie place à l'arrivée, une belle fierté, et je vous laisse regarder cette arrivée nocturne du Vendée Globe à la 17e place. Puis un deuxième Vendée Globe, quoi. Ouais, Deuxième Vendée ça, Globe ouais. bouclé à 27 ans. Ouais, Le plus jeune quoi. C'est le seul, C'est c'est le pas seul, mal. voilà, ouais. C'est pas mal, c'est bien. Alan m'a manqué parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il parte aussi longtemps déjà. C'est vrai que ce Vendée Globe a été très long. Et par rapport à il y a 4 ans, c'est vrai que j'ai vécu le Vendée Globe différemment. J'étais moins dedans parce que j'étais aussi beaucoup plus occupée avec notre petite fille qui est née l'été dernier. Alors, papa ? Ouais, il a été chercher des ressources pour aller au bout quand même, parce qu'on le répète souvent en disant il y en a beaucoup qui auraient tiré la barre. Lui, il s'est pas trop posé la question finalement. Ouais, parce que ça fait un moment qu'il a la quille dans l'axe, tout le Pacifique, la remontée de l'Atlantique. Ouais, ça, si, c'est courageux. Il avait plein de raisons pour mettre le clignotant à droite. Enfin à gauche plutôt. À gauche plutôt. Je vais peut-être réussir à vivre l'arrivée différemment d'il y a 4 ans aussi. Je pense que les retrouvailles vont être différentes, peut-être plus savoureuses, avec en plus notre fille qui sera là. Je suis super heureuse de le retrouver, il était temps qu'il arrive et vraiment hâte de le prendre dans mes bras. On va pouvoir fêter proprement, tous ensemble, ouais, c'est bien. Belle aventure. Et lui aussi, il doit avoir hâte de fêter ça avec nous. Ouais, je pense. Ouais. De retrouver du monde. Ça va lui faire du bien et nous aussi de le voir, c'est sûr. C'est fait. Je réalise pas du tout. Clairement là, je suis sur un petit nuage. C'est juste génial quoi. C'est juste génial. J'ai l'impression d'être parti il y a 2 ans. Et non, en fait, ça fait pas si longtemps que ça, mais il s'est passé beaucoup de choses. Et ouais, c'est chouette. Je pense qu'on va passer une partie de la nuit à bord en plus, donc ça va être cool.
crois que je le mérite. Ça fait 95 jours que j'attends ce moment. Et il s'en est passé des choses et je suis vraiment content de le prendre dans ce sens-là et d'avoir bouclé la boucle. Ouais. J'ai tenu pour plusieurs raisons. Je pense qu'une des premières, c'était que je voulais montrer à ma fille en fait pour plus tard que quand on veut quelque chose, quand on veut atteindre quelque chose dans la vie, il faut rien lâcher. Ça m'a permis de surmonter tout ça et d'être là aujourd'hui. Ouais. Au point où on en est, on vient de passer 90 jours. C'est cool. Trop content. Yeah, so nice thing. Yeah. Congratulations. You too. My first time. Oh, my first time. Incroyable. Voilà, une vidéo d'arrivée assez émouvante parce que c'est vrai que quand on passe 95 jours tout seul sur l'eau, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Je pense que c'est toujours l'image qui reste la plus importante après un tour du monde. Hein. C'est de revoir sa famille, de revoir ses proches. Pour le coup, cette fois-ci, il y avait ma petite fille qui m'attendait, donc forcément c'était très émouvant. Je retiendrai beaucoup de choses de ce projet parce que même si cette place sur le Vendée Globe a été, pour moi, est décevante. C'est une contre-performance aujourd'hui. Je suis quand même très fier à 27 ans d'avoir bouclé mon deuxième Vendée Globe, d'avoir réussi à monter ces beaux projets avec des sponsors absolument fabuleux. Je pense qu'aujourd'hui, je suis ici présent avec vous et sans vous, on ne serait pas parti sur ce tour du monde. Donc, c'est très important. On est aussi dans une phase particulière dans notre vie parce qu'on vit quelque chose d'assez étrange, j'ai envie de dire. On le voit plutôt dans les films américains, hollywoodiens, et on n'aurait pas imaginé vivre ça dans la réalité. Et pourtant, ce virus est bien arrivé chez nous. Et d'avoir des entreprises en fait qui ont tenu le coup, qui ont permis à ce projet d'aller au bout. Et en fait, je pouvais pas lâcher sur ce Vendée Globe. J'avais l'obligation de terminer pour tous les gens qui ont suivi, pour les entrepreneurs qui n'ont pas lâché leurs équipes et qui sont présents encore aujourd'hui avec nous. Et donc, je tiens à remercier l'intégralité des sponsors et Penza qui est présent ici aujourd'hui et de m'accueillir. La suite des aventures, forcément, il va y en avoir, puisque j'ai pas envie de rester là-dessus, au contraire. Je pense que je suis en train de travailler énormément sur ce Vendée Globe, de ressortir le positif, mais aussi le négatif pour travailler là-dessus et revenir plus fort dans 4 ans. Là, on est en train de monter un projet qui va, je l'espère, faire mal. Ça, c'est l'idée d'aller chercher la victoire sur le Vendée Globe. Donc, voilà, un bateau neuf ou un bateau en tout cas très récent. Et puis, monter encore une belle aventure suisse, un projet 100% suisse, et c'est quand même assez magique. Donc voilà un peu la suite des aventures. Je ne sais pas si vous avez des questions ou je laisse la parole à Eric. Merci. Voilà, alors effectivement, beaucoup de questions nous sont parvenues. Avant tout, beaucoup de messages de félicitations. Vraiment, je vois que tous les internautes sont là à te féliciter, à t'encourager et vraiment tous très fiers de ta performance. Dans les questions, beaucoup tournent alors effectivement autour de la panne de quille que tu as subie. Des questions, par exemple, quelle a été pour toi la zone de navigation la plus difficile sans quille? D'autres, on demande quand même, est-ce que tu n'as pas pensé à faire marche arrière? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusqu'au bout? Je laisse déjà répondre assez complètement. La zone difficile à naviguer, c'est un peu partout, j'ai envie de dire, mais je pense que le plus difficile, c'était l'océan Pacifique était une zone très difficile puisque la mer était croisée, très forte. On est toujours dans le Grand Sud, il fait froid et on a eu un océan Pacifique qui était très difficile avec des vents constants à peu près entre 60 et 80 km/h, donc c'est quand même assez engagé. Et une mer d'à peu près entre 6 à 8 mètres. Quoi. Donc c'est
c'est des zones où on n'y va pas vraiment pour la balade familiale, on y va plutôt pour courir avec un bateau à 100% de ses performances. Et là, pour le coup, le problème était que vu que je ne pouvais pas toiler le bateau pour avancer correctement dans ces conditions météo, j'étais obligé d'être sous-toilé, en fait, de me faire prendre par chaque vague. Et c'est-à-dire que au lieu d'aller à 20 nœuds de moyenne, on se retrouve à 10 nœuds de moyenne et on subit plus qu'on avance. Et comme c'était aussi le début avec les soucis de quille bloqué au centre, j'apprenais, je ne savais pas trop comment utiliser le bateau dans cette configuration-là, puisque on ne s'entraîne pas à naviguer comme ça. C'est pas quelque chose qu'on fait. Je veux dire, normalement, ça n'arrive jamais, ce genre d'avarie. Et donc ça a été une des premières choses. Après, penser à abandonner, à faire route inverse, oui, j'ai forcément pensé à m'arrêter en Nouvelle-Zélande. C'est pas facile, hein, c'est une décision qui est très difficile. J'ai abandonné 2 courses dans toute ma vie. La première, c'était une course en double, ça s'appelle le mini Fastnet. J'avais dématé, donc mon bateau n'était clairement plus navigable, il n'y avait plus de mât à bord, donc plus de voile, c'était une côte qui flottait, donc c'était un peu compliqué de continuer la course. Et la deuxième fois, mon bateau était en train à moitié de couler. C'était la route du Rhum en 2014. Donc à chaque fois, j'étais bloqué, je ne pouvais pas en fait naviguer dans ces conditions-là, c'était trop dangereux. Mais là, le fait d'avoir un bateau qui est lent ne veut pas dire que je ne peux plus naviguer. Donc la question a été très difficile parce que on se dit ok, je ne peux plus faire de performance, mais je peux quand même naviguer, forcément avec un risque de casser plus le bateau. Mais est-ce que tu as envie de t'arrêter dans un port et de te dire peut-être que j'aurais pu aller au bout, j'aurais peut-être pu finir cette course. Et moi je voulais avoir la réponse à cette question, est-ce que je vais pouvoir finir cette course? Et donc voilà, j'ai tout donné pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée du Vendée Globe, mais voilà, je pense que c'est des caractères. Je suis plutôt de mentalité à ne pas trop lâcher les choses et donc d'aller au bout de ce que j'en trouve. Beaucoup se posent la question, comment est-ce qu'on fait pour aller jusqu'au bout d'une course aussi longue? Qu'est-ce qui manque le plus à bord? Là, on dit, hormis la famille, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? De quoi est-ce qu'on souffre quand on est à bord d'un bateau pendant 5 jours? On ne souffre pas forcément de solitude. Alors, je vais casser le mythe du coureur au large des années 80 ou 90. Hein. Aujourd'hui, ce que vous voyez ici dans ma main, une tablette, on utilise énormément ça pour la simple et bonne raison qu'on communique beaucoup avec la Terre. Hein. On a du Wi-Fi à bord du bateau avec un système d'antenne satellitaire externe. Donc, on peut envoyer toutes les vidéos que vous voyez. On les envoie avec ce système-là, on peut faire des appels en visio, on peut faire beaucoup de choses avec les bateaux. Alors moi, j'ai un peu de peine à communiquer en fait avec ma famille, avec mes proches, donc c'est pas qu'ils ne me manquent pas, au contraire, mais j'ai l'impression d'être sur une planète parallèle en fait. C'est assez dur à l'expliquer, mais c'est pas facile. Pour vous donner un exemple, avec mes parents, j'ai fait un appel visio et avec ma femme et ma petite fille, on en a fait 3 sur 95 jours. Je ne peux pas dire que je suis vraiment très connecté. Donc, c'est pas vraiment ça qui m'a peiné ou manqué le plus. Alors, forcément, jusqu'à 80 jours, l'objectif que je m'étais fixé à la base, jusqu'à ce 81e jour, tout allait bien. Pas grand monde me manquait. 80e jour, là en fait, quand on dépasse son objectif, on se rend compte que là en fait, on a vraiment envie de voir ses proches, surtout les premiers concurrents sont en train d'arriver. Donc ça, c'était un manque. À partir de ce timing-là, manger correctement, manger quelque chose de frais, puisque on n'aura pas beaucoup de frais à bord du bateau, hein, du moins pas du frais qui tient pendant 80 jours. Et puis après, je crois qu'en fait, il manque des choses très basiques de la vie de tous les jours qu'on oublie. C'est du confort. Hein. Vous tous l'oubliez, mais rien que de se faire une douche chaude, de pouvoir se laver les dents sans être accroché, agrippé dans le bateau et peur de s'embrocher avec la brosse à dents parce que le bateau nous faut. Voilà, c'est des petits conforts comme ça qui nous manquent. Et puis pour la question de comment on fait pour tenir sur une course aussi longue, il y a une préparation déjà physique, une préparation aussi mentale sur ce genre d'événement. Ça dépend vraiment du skipper. Il y a des skippers qui sont plus forts ou plus faibles que certains et donc qui ont plus de besoin de communiquer avec la Terre pour être soutenus. Alors on n'a pas le droit d'assistance externe, mais on peut avoir un soutien moral, j'ai envie de dire, de parler à ses proches.
Et puis après, moi, je sais pas, je trouve que c'est quand même beau d'aller au bout de ce qu'on entreprend. Donc voilà, c'est ma petite carotte et je me dis que j'ai envie de remercier tous ces gens qui ont cru en moi pendant toutes ces années. Et en fait, encore plus quand on a un bateau qui est handicapé. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une fierté. Aujourd'hui, j'ai la fierté de me dire, bon, ok, le classement n'est pas celui espéré, mais je suis allé au bout de l'aventure et j'ai ramené mon bateau à bon port et ça personne ne l'enlèvera. On a lu, entendu que, entre autres, le café semble être manqué. Est-ce que c'est peut-être là un prochain sponsor qui pourra se fournir? Et ben, si vous connaissez comment dire, je sais pas comment on appelle, une société de café qui serait intéressée, avec grand plaisir. Oui, je suis un sacré buveur de café et du coup, j'ai appris à boire du thé. Et c'est pas mal le thé aussi. Bon, ça fait aller aux toilettes un peu plus régulièrement, mais c'est pas mal. Ça tient moins éveillé quand même. Beaucoup d'internautes posent la question, et comment ça se passe entre navigateurs? Quel est le rapport entre vous? Y a-t-il la réelle franche camaraderie? On a vu à l'arrivée des confrères qui te saluaient. Comment ça se passe quand on est... C'est assez rigolo parce que alors, nous on est basé avec le projet Course au large de la Fabrique, on est basé à Lorient, donc qui est un peu la mecque de la course au large, on est tous là-bas. Et donc on a tous les cadors, j'ai envie de dire les favoris du milieu. Et en fait, on a une relation qui est très, je ne sais pas froide, mais très, voilà, chacun fait son truc un peu de son côté. Et finalement, on se rend compte que quand on est en mer, on apprend à connaître les gens. Je vais vous donner un exemple. Jérémy Meillou, qui navigue sur Charal, donc un très gros sponsor, une équipe énorme, une équipe super sympa. Mais Charal, Jérémy Meillou, on se croise, mais on va pas aller boire une bière ensemble. On va pas s'arrêter de discuter un quart d'heure sur le ponton. C'est un bonjour cordial et puis voilà, sans plus. Et sur ce tour du monde, en fait, on a commencé à parler et à vraiment échanger, à même se donner des conseils. Plutôt lui pour moi que moi pour lui, j'allais pas lui donner beaucoup de conseils, mais il y a eu un échange qui était vraiment chouette. Et en fait, on a WhatsApp en fait sur nos tablettes. Donc tous les bateaux, alors on a un groupe entre skippers. Ça envoie plein de bêtises, hein. Imaginez bien un groupe de marins, voilà. Mais après, on s'écrit aussi en perso. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'entre marins, on est les seuls à pouvoir se comprendre. On est les seuls à vivre la même chose et donc forcément à pouvoir surmonter le moral. Je pense que c'est un sacré plus. On parle aussi, et beaucoup de personnes qui nous suivent posent la question, et qu'en penses-tu de la course à la technologie? Jean Le Carme, à son arrivée, a dit que fondamentalement des bateaux sans foil pouvaient, sans autre, gagner quand même une course au large. Que penses-tu, toi, de cet acharnement à vouloir... Moi, je pense que la course au large, alors on a vécu un Vendée Globe qui n'était pas un Vendée Globe type. Il ne faut pas faire une généralité sur cette édition-là du Vendée Globe. On a eu des conditions qui n'étaient absolument pas faites pour des foilers, ça c'est une réalité, mais même sans ça, c'est quand même un foiler qui gagne. C'est quand même des foilers qui sont sur le podium. La course à la technologie, alors dans un sens, je suis pour et je suis contre. Je suis contre que ça coûte aussi cher, mais ça, c'est comme ça un peu partout. Mais par contre, je suis pour faire évoluer le milieu de la voile parce qu'aujourd'hui, on a fait tellement évoluer des formes de bateaux. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, on utilisait un kitesurf pour aller faire plaisir sur l'eau avec une planche au pied. Aujourd'hui, on l'utilise sur des cargos qui consomment moins. Là, il y a un cargo à voile qui vient de ramener du cacao et du café d'Amérique. Les foils aujourd'hui vont être réutilisées, j'imagine, que ça soit, peut-être pas sur des bateaux de croisière, mais pourquoi pas sur des cargos. En fait, ça permet d'économiser énormément de gasoil, donc ça va dans le bon sens. En fait, nous sommes les laboratoires du milieu de la course au large. Alors, on casse énormément de matériel, bien sûr, parce qu'on est les seuls à l'utiliser actuellement, mais ça va venir dans le monde de tous les jours, et je pense que c'est comme dans l'automobile. Les voitures de course ont permis aujourd'hui à faire évoluer les voitures de tous les jours. Donc je suis pour, en fait, pour tout ça, mais il va falloir peut-être mettre une barrière de limitation, une limite de budget. Alors, pourquoi? Parce que certains projets n'ont aucune limite. Et du coup, pour les chercheurs, c'est pas très drôle parce que c'est facile de faire des pièces quand on a nos limites de budget, mais par contre, quand on se donne une barrière haute à ne pas franchir, là, ça commence à être intéressant. Donc, je pense qu'il va falloir surtout gérer les budgets. Mais oui, en tout cas, on va sur un bateau à foil parce que c'est le futur, c'est sûr.
La course est terminée. Des questions vont maintenant à savoir mais combien de temps il faut pour récupérer après une course aussi longue que celle-ci. D'autres parlent de mal de terre. Est-ce qu'il est aussi long qu'un mal de mer? Alors, on n'a pas trop le temps d'avoir le mal de terre ou de récupérer finalement. Là, je vais vous donner un peu le déroulé de comment s'est passé ces dernières semaines. Donc, je suis arrivé un mercredi ou un jeudi, je crois, de souvenir au Sable d'Olonne. Vendredi, on rentrait le bateau dans le chenal. Donc, j'arrive vendredi soir, mise à terre, on fait la fête. Le lendemain matin, on amène le bateau. Une nuit correcte. Samedi, route sur Paris. Dimanche, route sur Genève. Mardi, Zurich, Berne et retour sur Genève. Tournée médiatique, tournée des sponsors pendant en gros 10 jours en Suisse. Genève, les Sables d'Olonne en voiture pour aller récupérer le bateau qui était au port des Sables d'Olonne, le remonter à la voile jusqu'à Lorient, le préparer à le sortir de l'eau, démonter le bateau avec l'équipe, ensuite prendre l'avion il y a 2 jours pour revenir en Suisse. Et voilà, donc en gros, j'ai pas eu le temps de me poser beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de récup. Mais pour plusieurs raisons, parce qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, on a envie de repartir couvrir les océans avec l'équipe, donc ça c'est important. Et puis en fait, si je lâche une journée, c'est pas que je m'ennuie, au contraire, là je ressens le besoin, je suis fatigué clairement, mais c'est le moment d'attaquer. Donc on attaque et puis dès la semaine prochaine, peut-être un peu plus de repos, l'équipe va pouvoir commencer à vraiment travailler sans moi sur le bateau et donc voilà, ça va faire du bien. Physiquement, j'ai une belle préparation physique avant de partir, donc ça s'est plutôt bien passé. Le retour, même si là j'ai fait une marche de 3 heures avant-hier et je sens les jambes aujourd'hui qui sont en miettes. Et pour la simple et bonne raison que le bateau il fait 10 minutes de long, donc en une journée, si on fait 3 allers-retours sur le pont, c'est bien. Donc en fait, sur un tour du monde de 95 jours, on marche quasiment pas. Donc en fait, on perd énormément de masse musculaire des jambes. Et de là, cette préparation physique qui est vraiment basée plus sur les jambes que sur le haut du corps. Donc voilà, dans l'ensemble, ça va plutôt bien. J'ai envie de dire, je me reposerai quand je serai mort. J'ai envie de rebondir effectivement sur tes projets. Où c'est qu'on va te voir prochainement? Quelqu'un te pose même la question de savoir est-ce que sur le départ de la Jacques-Vabre, on te verra comme skipper sur un autre bateau? Alors, c'est une bonne question, j'ai pas la réponse aujourd'hui. J'aimerais bien courir la Jacques-Vabre forcément. J'aimerais bien courir la Jacques-Vabre avec un bateau aux couleurs de la Suisse. Maintenant, on travaille dessus, on travaille sur la recherche de partenariat. Parce que le contrat avec la fabrique s'arrête cette année, c'était prévu depuis un bout de temps. Hein, donc voilà, on relance la machine actuellement, on est à la recherche de bateaux, que ce soit un bateau d'occasion ou un bateau neuf. Alors, si c'est un bateau neuf, ça veut dire construire, et là, construire, on prend une grosse année dans les dents sans naviguer. Donc voilà, on essaie de bien étudier tout ce qui est possible de faire. S'il n'y a pas Jacques Vabre cette année, en tout cas, je serai sur l'eau quand même pour m'entraîner. Donc, objectif en tout cas, j'ai envie de dire ce qui est sûr, je vais tout faire pour que ça soit vraiment sûr, mais d'être au départ de la route Rome l'année prochaine, ça c'est l'objectif principal actuel. Encore une fois, les messages sont très nombreux pour te féliciter pour la persévérance que tu as fait, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Malheureusement, je m'excuse auprès de tous de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, de ne pas pouvoir toutes les poser. J'espère vous avoir donné un bon compte rendu de celle-ci. Merci beaucoup Alain de ta participation. Je te propose qu'on se lève. Nous avions organisé un concours. Et dans ce concours, on s'était dit, alors tu avais donné comme objectif de boucler ce Vendée en 80 jours, mais on s'est dit, allez, on va voir un petit peu la capacité de nos clients, de nos collaborateurs, d'être à même d'avoir une anticipation sur ce que tu feras. Tu as terminé en 95 jours, le 12 février. Pardon, tu as terminé le 11, excuse-moi, 30, et quelqu'un avait parié que tu arrivais environ 12 heures plus tard, le 12 février à 5h46. Et notre gagnant est là, je vous en prie,
Tenez seulement, celui-ci a gagné effectivement la chance de pouvoir naviguer avec toi sur le Léman et surtout on a pensé à un cadeau parce que ok, le Léman c'est pas le bon des clubs, mais suivant comment il peut réserver des surprises et on s'est dit qu'un petit kit de survie vous fera du bien au cas où. Alors on a pensé bien évidemment au thermos, au couteau. On n'a pas mis des joints pour hydraulique. Ouais. Mais par contre on y a prévu un beau petit t-shirt pour que vous puissiez faire équipe ensemble sur le Léman. Voilà, félicitations en tout cas. Désolé, je vous serais volontiers largement. En tout cas, bravo à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Est-ce qu'il y a encore un mot? C'est tout bon, donc on va conclure. Au nom du groupe PEPSA, merci beaucoup. Merci à toi, Alain, vraiment pour tout ce que tu as partagé avec nous. Au revoir à tous, au plaisir de vous voir tout bientôt, peut-être pour un autre séminaire virtuel ou du moins en présentiel. Ça nous ferait énormément plaisir de vous accueillir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.